Good picture, Steve. Roger, roll, Discovery. Cette semaine, retour sur les annonces de Microsoft. L'éditeur de Windows a dévoilé sa vision du futur. d'HoloLens à la Surface Pro 4 en passant par le Lumia 950. Un nouveau genre de smartphone, mi-téléphone, mi-ordinateur. Sans oublier un One More Thing, le Surface Book, le premier ordinateur portable signé Microsoft. La firme de Redmond va-t-elle devenir un constructeur à part entière à l'instar d'Apple? Le géant du PC mais nain dans la téléphonie va-t-il inverser la tendance avec ses annonces? Débat. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans On refait le Mac alias ORLM. Bienvenue dans ce studio chez Dailymotion qui nous accueille chaque semaine et nous diffuse dès le vendredi. Soyez attentifs, abonnez-vous à notre chaîne Dailymotion pour être prévenu dès la mise en ligne de la vidéo en quasi direct. Pour parler avec nous cette semaine du renouveau de Microsoft, avec moi en plateau, l'anthropologue du Mac, mais également le Benjamin de cette émission, Paul Rony. Bonjour Paul. Bonjour Olivier, ça va? Bien de retour? Bah écoute, oui. Je me sentais un peu seul la semaine dernière. Bah j'ai vu, t'avais l'air un petit peu Oui, perdu sur ton grand plateau. Oui, voilà, mais là c'est beaucoup mieux là. Hein, bon, ça va? Microsoft, ça t'a inspiré? Ah clairement, oui. Bon, autre spécialiste, le grand spécialiste de Microsoft de cette émission, il s'agit bien sûr de Rodrigo Sepúlveda, c'est plutôt le spécialiste d'Apple, investisseur, podcasteur et entrepreneur. Bonjour Rodrigo. Salut! Alors j'ai vu que tu as rajouté dans mon déroulé parce que j'étais sur Microsoft sur MS-DOS. Ouais. Je me demande si je n'avais pas dans une version 3.20 ou voire avant quoi. Sur un premier PC XT compatible qui était à 477 MHz, qui tournait avec 250 kilo-octets de RAM. Il y avait deux floppy disks de 3,5 ou de 5 1 quart. De 5 1 quart. 7 MHz, tu t'emballes. Voilà, je sens que Julien G, 4,77 l'anthropologue du MHz, PC, veille. Et on avait une carte multifonction qui rajoutait un port série et un port parallèle sur le PC de la maison. Voilà, on a déjà perdu la moitié des auditeurs grâce à Rodrigo. Non, Merci mais Rodrigo. Du coup, Microsoft, je masterise quoi. Ouais, très bien. En duplex de Lyon, il a déjà pris la parole. Il s'agit de Julien G, le rédacteur en chef de Clubic, le partenaire de cette émission. Bonsoir Julien. Bonsoir Olivier, ravi de te retrouver pour cette émission qui va parler de Microsoft. Donc oui, je pense qu'on a plein de choses intéressantes. Quand j'étais eu au téléphone pour préparer cette émission, tu étais chaud comme la braise. Hein. Ça t'a fait plaisir ces annonces. Après un keynote, moi je sais pas, je compare les keynotes, je compare celui d'Apple, je compare celui de Microsoft. Hier soir j'étais excité. On va en parler, c'est vrai que le keynote de l'iPhone 6 S, pardon, j'étais un peu moins excité. Voilà, on va comparer. Et depuis Paris, un vieux briscard également du PC, journaliste, consultant et conférencier spécialisé dans le marketing digital, l'e-commerce. Thierry Derouet. Bonsoir Thierry. Bonsoir à tous. Bien, toi aussi tu as révisé, tu as regardé la keynote hier soir, parce que nous enregistrons le mercredi. Oui, je l'ai regardé en replay après l'événement et j'ai été surpris. Alors avant de parler justement de cette keynote, des similitudes avec Apple, de nouveau positionnement, de la vision de Microsoft par rapport à celle de la pomme, on fait un point sur le chiffre de la semaine avec Paul Rony. Alors Paul, quel est donc cette semaine le chiffre de la semaine? Le chiffre de la semaine, Olivier, c'est 327. Qu'est-ce donc? Qu'est-ce que c'est? On va le voir tout de suite. La fréquence du nouveau PC de chez Microsoft? Non, ne commence pas à troller justement. Parce que on voit ici qu'il y a deux colonnes. Donc ici, on a le nombre d'unités de PC vendues, livrées et vendues en 2014, 327 millions. Ouais. Et ici, on a le nombre de smartphones livrés et vendus en 2014, 1300 millions, 1,3 milliard. C'est énorme. C'est un marché qui est en croissance. C'est un marché qui est en quasi-récession. Il est à 1% de croissance dernièrement. Et donc, on va essayer de comprendre pourquoi Microsoft a visiblement beaucoup concentré ses efforts sur ce marché-là. Oui. Et montrer aussi que l'enjeu à terme, c'est peut-être aussi de récupérer des couleurs sur ce marché-là, parce que la croissance, elle est plutôt là. Exactement. Pour demain, qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres? Peut-être du côté de Julien Jay, l'écart qu'il y a aujourd'hui, la croissance, elle est sur le marché du smartphone. On va voir si après les annonces, on va faire le point ce soir, Microsoft peut se redorer son blason sur ce marché-là. Ils ont beaucoup de retard sur le marché du téléphone, Julien. Oui, ça je pense qu'on est tous d'accord pour dire que sur le marché du téléphone, Microsoft a énormément de retard. Sur les chiffres en particulier, je ne connais pas la source, donc je ne les commenterai pas plus que ça. Gartner, IDC, entre autres. Gartner, IDC, ouais, ok, mais je les commenterai pas plus que ça, si ce n'est pour dire que vraisemblablement, dans tes 314 millions de PC, tu mets les tablettes 327. ou pas 327, tu as les tablettes ou pas? Non, c'est vraiment le marché du PC non hybride, c'est le PC classique. Et les Mac.
Ok. Voilà. Donc il y a des Mac effectivement, tu dois probablement rajouter les ventes de tablettes à ça, mais globalement, on sait tous que le marché du smartphone est supérieur à celui du Non, PC. smartphone, mais on sait c'est tous smartphone. aussi Il y a aussi un que chiffre pour les le tablettes marché qu'on n'a pas mis. du smartphone ne peut pas avoir une croissance infinie et exponentielle. Oui, mais on voit que le rapport, On sait tous qu'il a ses limites et aujourd'hui, les relais de croissance sur le marché du smartphone sont plutôt en Chine ou dans les pays émergents plutôt qu'en Europe et aux États-Unis. Très bien, bien. Bon, on va essayer de faire le point ce soir si si Microsoft a raison d'essayer de réinvestir et de redynamiser le marché du PC plutôt que de se concentrer sur le marché du smartphone. En tout cas, premier constat, messieurs, si vous êtes d'accord concernant la keynote, c'était une super keynote digne des plus belles années d'Apple, très dynamique, avec un public assez enthousiaste. Ils étaient vivants. Ouais, ils étaient vivants. C'est un vrai contraste avec keynote Microsoft que j'ai suivi. Avec les annonces d'Apple il y a dans la salle, c'était 3 semaines. totalement atone. Là, il y avait des gens vivants, excités et qui avaient l'air de réagir aux annonces. Et pour le coup, ils avaient choisi de bons showman. Ouais. Thierry, il y avait un vrai sentiment de fraîcheur également du côté des responsables de Microsoft, des responsables jeunes, dynamiques, et on a l'impression qu'ils croient dans ce qu'ils disent. Ça change un petit peu d'une autre marque qu'on connaît bien. Ce qui est super, c'est on a connu les années Ballmer avec un kangourou qui saute, le type éructait et sautait sur la scène. Donc, c'était une pub pour les déodorants. Ouais. Non, oui, sans doute, oui, ça devait être ça. Non, Ceux qui ne marchent pas. Il a Rodrigo. c'était assez stupide de voir un type comme ça occuper l'espace. Et c'est vrai que les annonces derrière n'étaient pas toujours spectaculaires, tandis que là, le renouvellement était là, des têtes nouvelles qu'on a rarement vues, et puis surtout des gens qui vraiment prenaient plaisir. Et ça, c'est important, le plaisir. Est-ce que vous ne trouvez pas, messieurs, quelque part qu'on a l'impression de revoir Apple il y a une quinzaine d'années, lorsqu'il y a eu le virage et le retour, une quinzaine, presque une vingtaine d'années, lorsque Steve Jobs était de retour, il a fallu rebâtir, reconstruire. C'est un petit peu la mission qu'a confiée à ses équipes Satya Nadella. Est-ce qu'on est un peu dans cet état d'esprit-là, de fraîcheur et de renouveau au sein de Microsoft, messieurs? Peut-être Rodrigo, tiens. Je réfléchis à deux choses que tu as dites. En effet, les keynotes d'Apple depuis quelque temps sont ennuyeuses à mourir. Le bord n'est plus rond mais carré, ou le bord, tu as vu, on a rajouté une virgule dans les menus. C'est pas terrible, quoi. Ça fait plus rêver. Ouais. Effectivement, oui, c'est parfait. C'est parfait en termes d'exécution marketing. Et je m'inscris parfaitement en faux sur le fait que Steve Jobs s'était improvisé. Tu le sais bien. Oui, il était meilleur comédien. Il y avait toutes les slides qui étaient doublées, dédoublonnées, triplonnées. La seule fois où ça a planté, je pense que le mec a dû être viré dans l'heure et ses descendants jusqu'à la 7e génération. Oui, il est en Alaska. Donc non, tout était super préparé pour Steve. Maintenant, si on reprend Microsoft a le même problème depuis longtemps. Ouais. C'est une boîte qui était positionnée très entreprise et très tech, très développeur. Très sérieux. Les grands shows dont on parlait tout à l'heure de Steve Ballmer pour developers. Quand tu vas encore au dernier congrès qui est au Palais des Congrès Porte-Maillot à Paris, quand tu vas voir les conférences, on code à l'écran. Donc tu vois, c'est pas très sexy pour le grand public. Et à l'époque, la grande dichotomie, quand ils avaient lancé l'équivalent d'Office chez Apple, la suite iLife, tu te souviens, je crois que c'était Steve sur scène qui disait, iWork, qui disait, c'était la suite for the rest of your life. Tu vois, Microsoft avait les 8 heures au bureau, Apple allait 16 heures en dehors du bureau. Mais on a quand même l'impression... Et donc, oui, vas-y, Rodrigo. Et donc, on est suivi un enlisement total de Microsoft dans le on s'en fout totalement, c'est emmerdant, c'est ennuyeux, c'est poussiéreux. On a beaucoup rigolé lors du rachat de Nokia, on a beaucoup rigolé sur les versions. Nokia, du coup, hein, quand même. Malheureusement. Je me permets de souligner. On a beaucoup rigolé aussi lors des lancements successifs de Windows. Alors nous, on connaissait la version totalement bridée par Orange de Windows Phone, Windows Phone, et puis ça sortit Windows Phone 5, 6, et on se disait, mais pourquoi ça m'intéresse? On ne sourcillait même pas. Là, effectivement, ce qu'ils annoncent, c'est différent. Ils présentent une vision cohérente, multi-écran, multi-service, en se disant, tiens, Microsoft est de retour. Et j'imagine que c'est de ça dont on va parler pour le reste de l'émission. Oui. Surtout qu'il y a eu beaucoup d'annonces produits. Hein. Il n'y a pas que le téléphone, hein, Paul. Il y a eu donc des nouveaux Lumia, ça concerne les téléphones. Une nouvelle tablette Surface dont on a consacré une émission avant
avant l'été, qui a été donc qui Mise monte à en jour. gamme et avec un nouveau modèle plus grand. Et surtout, même un one morphing, Microsoft devient et s'affirme comme un constructeur D'ordinateur. d'ordinateur. Alors c'est quoi cette Surface Book? C'est quoi? C'est un ordinateur? C'est une tablette? C'est un produit hybride? On va où exactement avec ce produit? En fait, c'est assez amusant parce que Microsoft a initié un mouvement avec la Surface qui était c'est la tablette qui peut remplacer votre ordinateur. Là, c'est votre ordinateur qui peut se transformer en tablette. C'est-à-dire que là, vraiment, Microsoft vous vend ce qui ressemble à un laptop, sauf que vous pouvez en retirer l'écran. Là où la Surface, vous pouvez lui greffer un clavier. Ouais. Et la machine est particulièrement bien exécutée, que ce soit au niveau de la charnière, justement de cet écran qui Design contient très réussi. la majorité des composants. Et ce qu'il y a de très malin, c'est que donc, quand on est en mode tablette, on se retrouve avec un hardware qui est assez léger mais qui garde vraiment de la pêche, puisque Microsoft annonce quand même battre les MacBook Pro sur le front de la puissance. On a vraiment l'équivalent d'un MacBook Pro en puissance, si c'est pas entre 30 et 50% de plus. Et quand on dock l'écran, ou plutôt quand on ne le dédocke pas, on a une puce graphique qui peut alimenter tout ça et vraiment donner de la puissance à ce PC, parce que c'est vraiment un PC. C'est un très très bel objet, c'est très bien exécuté. L'écran est mieux que celui des MacBook Pro Retina 13 pouces et même 15 pouces, puisqu'on est sur un 13,5 pouces qui a plus de pixels que le 15 pouces. J'espère vraiment que ça va donner envie à Apple de s'intéresser à nouveau à ces MacBook Pro, parce que là, en plus, l'attaque de Microsoft sur scène a été frontale, quoi. Ouais. C'était sur Facebook, je c'est le dirais, cœur de MacBook puisqu'on parlait Pro. de one morphing, en fait, c'est un Julien. one morphing dans le one morphing. C'est-à-dire, le one morphing, c'était sur Facebook. Et by the way, le one morphing du one morphing, c'était l'écran, en fait, c'est aussi une tablette. Vous pouvez, non seulement c'est un laptop, mais en plus, c'est une tablette. Donc, il y avait quand même un double effet de spectacle qui contribue à faire que cette keynote a un petit peu quand même marqué les esprits. Et je reviendrai juste sur la question que tu posais un petit peu plus tôt, Olivier, qui concernait le renouveau de Microsoft ou le fait qu'on voit des nouvelles têtes. En modérant un peu les propos, Terry Myerson, qui a fait la présentation, ou une partie de la présentation, il est chez Microsoft depuis 2001. Il est rentré pour s'occuper d'Exchange. Bon, maintenant, il supervise toutes ses activités Windows. Oui. Et Panos Panay, qui a fait la présentation C'est un grand malade. des Lumia, si je ne dis pas de bêtises, et également de tout ce qui concerne Surface, il préside à la destinée Surface depuis la toute première. Ouais, mais il n'était pas Donc, c'est forcément pas sur non plus scène. des petits jeunes qui Ils n'étaient pas qui arrivent forcément depuis sur deux scène ans, à chaque fois, quoi. Panos a présenté toutes les surfaces depuis la première. Oui, mais c'était. Et il a été génial. D'ordinaire, si tu veux, c'est le Il CEO était- d'Apple, c'est le CEO de Microsoft. Génial. Je vais arrêter avec Apple qui commence les présentations. Là, c'était pas Satya Nadella, il est venu conclure. Il y a un style aussi différent, plus humble. Je trouve ça plutôt sympathique. Chez Apple, tu as Oui, quand même oui, souvent oui. Tim Cook Mais- qui est en passeur de plat Oui, et mais c'est Tim Phil Cook, Schiller mais qui... c'est Tim Cook, le chef d'orchestre. Là, il n'est pas le Là, chef si d'orchestre. si on a bien noté par rapport aux précédentes keynote Microsoft, jusqu'à présent, pour les nouveaux Lumia, c'était en général Stephen Elop qui s'occupait de leur présentation. Il est parti. Puisqu'il a été Oui. gentiment remercié, c'est effectivement apparemment notre ami Panos qui a repris Qui a les repris le flambeau. rênes des Lumia également. Alors, revenons au design, puisqu'on parlait de ça, et laissons de côté la keynote pour un instant. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce design? Qu'est-ce que ça vous fait penser? Moi, ça m'a fait plutôt penser à un ordinateur que j'ai bien aimé il y a quelques années, souvenez-vous. Ça ressemblait plutôt à ça. Ça devrait apparaître dans pas les temps derrière moi. Ou à côté de moi, les PowerBook avec un design assez proche de ce que propose aujourd'hui ce produit de Microsoft. C'était le bon PowerBook en aluminium avec une interface très grise et un clavier rétroéclairé gris comme Sur Facebook. Ah, c'est Phil Schiller quand il était jeune. voilà, quand il avait quelques On est, kilos de moins. on est en 2003 là. On est en donc, 2003. Même pas. 2000, Mais ouais, bon, 2002. allez, c'était un peu facile cette comparaison. Il y a de vraies originalités en termes de design. Déjà, on va y arriver. La matière, c'est pas l'aluminium, mais du magnésium, Julien. Oui, c'est du magnésium. Le design, en tout cas, si on parle de Surface Book, est assez surprenant. Il a l'air plutôt très bien exécuté. Il faudra voir en vrai. La charnière, je pense, peut diviser parce qu'il y en a qui peuvent apprécier comme ne pas apprécier cette touche de design. Il faut voir parce qu'en position refermée, Il reste de l'air, je ouais. suis pas sûr que ça soit top et j'ai peur aussi que les touches du clavier marquent l'écran de la tablette en position refermée éventuellement, Ouais. s'il y a une trop forte pression dans ton sac. Mais globalement, moi le design m'a juste bluffé et j'ai qu'une envie, c'est d'en voir une en vrai, quoi. Ouais, je veux bien le croire. Surface Book en vrai, Puis avec. un trackpad très large, ce qui est toujours très agréable et Ouais, tout à fait. très confort, multitouch, donc on va pouvoir faire des gestes comme sur le Mac. On va voir si Mais ce que tu fais déjà sur la plupart des ultrabooks Windows aujourd'hui, simplement, ça passe en général par des pilotes tiers, alors que là, c'est géré directement par il n'y l'OS. aura plus ces problèmes-là, puisque Microsoft prendra en charge tout d'emblée, un peu comme a fait Apple avec son propre système
d'exploitation. On parlait de la charnière, donc évidemment, Paul vous le disait, l'écran est détachable et se transforme en tablette. C'est plutôt un concept qu'on a déjà vu sur d'autres ordinateurs. Je pense notamment du côté, aidez-moi, de Yoga. Du Lenovo, ouais. Du Lenovo. Ouais, Lenovo notamment, Alors, pourquoi, par exemple, chez Lenovo, ça n'a pas autant fait parler que l'annonce de Microsoft concrètement? Mais déjà, je pense que ce qui fait parler dans l'annonce de Microsoft, c'est que Microsoft dit merci et au revoir à ses partenaires. Acer, Asus, Lenovo, HP, merci, vous êtes bien gentils, mais maintenant c'est fini. Ils avaient déjà amorcé ce mouvement avec la première Surface. Aujourd'hui, ils enfoncent un peu plus le clou. Maintenant, ils ont quand même une gamme de Surface qui part de $400 et qui va jusqu'à plus de $2000. Moi, je serais Acer, Asus, je ne suis pas très content quand même par ces annonces. Je serais pas ravi. Oui, je comprends bien. Thierry, c'est une déclaration de guerre pour toi à ses partenaires historiques, HP, Lenovo, enfin toutes ces grandes marques qui construisent du PC depuis des années et qui déjà ne gagnaient pas énormément d'argent parce que la marge allait plutôt vers l'éditeur de Windows que vers le constructeur d'ordinateurs. Si ce n'est pas une déclaration de guerre, ça y ressemble. En tout cas, c'est une scission et puis surtout une prise de contrôle complète de la valeur qui est autour de Windows 10. Parce que tout ce qui s'est passé autour de Windows 8 a été une calamité à cause des partenaires de Microsoft. Il suffit juste de regarder, parce qu'il y avait quand même beaucoup de matériel qui n'était pas adapté. Donc, ils n'avaient pas suivi les specs de Microsoft en grande partie. Et là, aujourd'hui, ça a mis quand même 3 ans, ils essaient de reprendre le lead. Et le lead jusqu'à occuper, comme Julien l'a dit, tout le marché, c'est-à-dire entre 400 et quasiment 2500 € pour les machines très haut de gamme. Donc c'est très ambitieux, c'est très agressif, mais on va quand même le voir aussi. Il faut aussi être capable d'être en mesure de commercialiser cet appareil ailleurs qu'aux États-Unis et très vite. Ouais. Ça, on en parlera, mais Thierry a tout à fait raison sur un point, c'est que les arguments qui sont déployés par Microsoft sur Facebook, c'est de mettre en avant les fonctionnalités, les nouvelles fonctionnalités de Windows 10 et Windows Hello, qui est la reconnaissance faciale pour te loguer automatiquement sur ton ordinateur sans mot de passe. Aujourd'hui, si tu regardes chez les partenaires, je pense qu'il est très difficile de trouver plus de 3 ou 4 modèles d'ordinateurs portables qui supportent cette fonction. Le simple fait que Microsoft l'impose par défaut montre déjà que voilà, ils veulent mettre en avant leurs fonctions à eux. Ouais. Et ils veulent contrôler l'écosystème. Et c'est plutôt un positionnement premium, un peu sur le modèle d'Apple, qui permettrait de marger un petit peu plus. Et c'est aussi d'autant plus dommageable pour les constructeurs historiques parce que eux, il ne reste plus que l'entrée de gamme où là, la concurrence est féroce. Et on sait que les constructeurs, depuis des années, ont de plus en plus de mal. On a vu il y a quelques années, IBM, il y a très longtemps déjà, IBM vendre sa division à Lenovo. On a vu beaucoup de questions autour de HP encore récemment sur faut-il encore continuer avec la division PC et se concentrer plutôt sur les services pour les entreprises. On a vu Samsung arrêter les ordinateurs, on a vu Sony arrêter les Vaio. Est-ce que quelque part là, c'est encore un mauvais coup que fait Microsoft? Ou alors au contraire, c'est un constat de dire attention, nos partenaires historiques n'ont plus d'appétence sur le PC, c'est à nous de montrer l'exemple. Paul, peut-être que tu as quelque chose à dire là-dessus. Oui, justement, juste pour comparer ce que tu disais sur le fait qu'il y en a quand même beaucoup qui sortent du terrain de jeu, entre guillemets, il faut juste remettre en perspective et savoir que dans l'industrie du PC, Mac inclus, le Mac représente 8 ordinateurs sur 100 vendus, donc 8%, c'est quand même pas des masses. Non. Mais Apple capte cette année plus de 50% des bénéfices de cette industrie. C'est un peu comme sur la téléphonie où l'iPhone, qui est loin d'être le leader du marché, capte la majorité des bénéfices du marché. Donc bon, on peut comprendre qu'il y ait cette envie de sortir parfois, surtout des compagnies qui ont un portefeuille de produits qui est énorme, comme Samsung ou Sony, de ne pas avoir des divisions qui perdent de l'argent, tout en sachant que vu que le marché est en quasi-récession, ce qu'on disait tout à l'heure dans le chiffre de la semaine, de ne pas déployer des sommes d'efforts énormes. Et si en plus, leur partenaire, entre guillemets, qui était Microsoft, où il y avait vraiment une vraie confiance entre Intel, Microsoft et ses partenaires, et que Microsoft casse cette confiance en sortant des produits qui sont en plus meilleurs que ceux de la concurrence, parce qu'il y a un peu de la concurrence déloyale, puisque Microsoft peut vraiment savoir quelles fonctions vont être incluses dans Windows, même si certains partenaires les avaient en avant-première, entre guillemets, pour préparer leurs produits. L'arrivée de matériel sur mesure. On le voit avec le sur Facebook, c'est le plus beau PC portable. Paul, tu amalgames un tout petit peu rapide. Là, pour moi, les annonces de Surface hier renforcent les liens entre Intel et Microsoft d'une façon qu'on n'avait pas revue depuis le grand four sibérien de Windows RT. En revanche, par rapport aux autres partenaires historiques, Acer, etc., je te suis tout à fait. Ouais, mais c'est ce que je voulais dire. Oui, je comprends bien, mais je précise ton propos. Ouais. Revenons un instant sur les specs et sur le parallèle avec Apple.
Microsoft n'a pas cherché à comparer évidemment les performances de son PC avec un autre PC du marché, puisque c'est un PC dont il s'agit, mais par rapport au MacBook Pro, qu'est-ce qu'il y a concrètement sous le capot, Paul? C'est vraiment une bête de course, cette Surface Book? Ça a l'air vraiment pas mal parce qu'on se retrouve quand même. Donc là, on a la fameuse slide photo de la conférence où on voit sur Facebook. Là, on risque le pas de MacBook fâcher Pro. les partenaires historiques. Lenovo et autres HP, là on tape sur Apple, c'est plus simple, puisque Apple, même s'ils vendent ça montre pas, aussi qu'on veut capter le marché premium. Mais on veut capter le marché premium, on fait un PC qui est assez cher, et effectivement, dedans, on retrouve des specs qui sont des specs d'ordinateurs portables très haut de gamme. Core i5, Core i7. Core i5, Core i7, jusqu'à 16 Go de RAM, 1 Tera de SSD, un processeur graphique très puissant dans la base, une autonomie de 12 heures. C'est là où moi j'ai du mal, et Julien. je vais vous interrompre et je ne vais pas être d'accord, et je vais dire du mal de Microsoft. Vas-y. Ça me gêne qu'un constructeur de... Attends, Julien. Oui. Oui, Rodrigo. Répète. Tu vas dire du mal La de dernière Microsoft. phrase, c'est Microsoft. Merci. Vas-y, Julien. Ça me gêne qu'un constructeur de PC annonce effectivement une nouvelle gamme, que ce soit Surface Pro ou Surface Book, sans donner aucune spec sur les pros. C'est On ne c'est sait ce qu'on rien. s'est dit On hier sait au que c'est téléphone. C'est ce qu'on allait dire. On ne connaît pas les fréquences, on ne connaît pas les TDP, on ne connaît pas la puce graphique qui va y lire le avoir déroulé. sur Surface Book. Ouais. On ne connaît rien. Et la comparaison qui a été faite sur scène, elle est très facile. Effectivement, si on compare sur Facebook avec sa puce Nvidia, donc la meilleure configuration à 2500 € avec un MacBook Pro entrée de gamme, juste avec un IGP Intel sans graphique sans graphique Nvidia, ou d'ailleurs AMD, puisque maintenant c'est du AMD chez Mac, forcément la comparaison tourne en faveur de Surface. Donc ça me gêne beaucoup parce qu'on ne sait absolument pas ce qu'il y a dedans. On C'est sait une juste que c'est affirmation du qu'on ne Core peut pas i5, vérifier. Core i7. Mais je ne doute pas que Clubic fera des tests au moment où la tablette Oui, l'ordinateur sera ça va se disponible. savoir à un moment. On sait que le GPU Nvidia c'est du Maxwell, mais on ne sait pas si c'est génération 1 ou 2. Mais on sait surtout rien des pros. On ne sait pas leur fréquence. Ouais. Et la gamme Skylake aujourd'hui, puisque c'est quand même des corps de 6e génération, donc les tout nouveaux processeurs lancés par Intel depuis le mois d'août, on n'a aucune information et cette gamme est pourtant pléthorique. Donc La moi, question qu'on se pose avec j'attends Paul, de voir ce qu'il y a dedans. on trouvait originale l'architecture, Paul l'a souligné, d'un côté donc la tablette qui héberge une partie donc des composants, à savoir le processeur, de la batterie, de la mémoire bien sûr, et dans la base un ajout de puissance avec le composant graphique et encore de la batterie supplémentaire, un peu sur le modèle des MacBook où quasiment toute la base de l'ordinateur est équipée d'accu et de batterie. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu faire l'inverse quelque part, de prévoir peut-être pour le mode tablette une puce plus économique et mettre le GPU dans la tablette et mettre une puce plus puissante dans le clavier? Je m'explique. Une tablette, c'est plutôt pour jouer, c'est plutôt pour faire de la Consommation de médias. Consommation média, alors que lorsqu'on travaille, on a besoin de toute la puissance a priori. Est-ce qu'il aurait permis peut-être de diminuer un petit peu l'épaisseur de cette tablette? Parce que là, elle doit être ventilée, elle doit être refroidie. Voilà. Le GPU, aujourd'hui, ça va être très technique, mais les GPU actuels ont un problème, c'est qu'ils sont bloqués sur un process de fabrication qui est vieux. Ils sont bloqués en 28 nanos, alors que les pros sont fabriqués en 14 nanos globalement. Donc ça chauffe énormément. Même le meilleur rapport performance par watt en GPU chauffera toujours beaucoup trop. Donc, il va consommer beaucoup trop et il va chauffer beaucoup trop pour être intégré dans une tablette. Donc, la réponse est probablement non à l'heure où on se parle. Ouais. Thierry, Rodrigo, qu'avez-vous pensé de ce concept? Se dire, voilà, j'ai un vrai ordinateur ultra puissant, je ne fais aucun compromis sur le papier à la puissance. Et de l'autre, j'ai aussi une super tablette très puissante, peut-être un peu trop même, pour un usage purement de consultation. Mais peut-être en production, ça se justifie un peu plus. On commence peut-être par... Écoute, j'en pense Rodrigo. deux choses. Oui. La première, c'est que j'étais dans l'Eurostar dimanche soir, rentrant de Londres, Oui. et il y avait un type à côté de moi qui était sur une ancienne Surface, j'imagine, donc il était sur une espèce de tablette avec clavier, avec un énorme Excel sur un petit écran. Et il a passé les 2h15 sur son Excel. Donc on peut bosser dans les petits espaces avec ces appareils-là aujourd'hui, et je vois tout à fait l'usage, tu vois, en transport par exemple, ou se trimballer n'importe où avec les outils dont tu as besoin. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des applications qui tournent sur deux systèmes d'exploitation différents, que je dois installer 2 fois, que je dois acheter 2 fois, qui sont sur mon MacBook Air et sur mon iPad. Pas si tu as Office 365. Ouais. 99 € par an, tu as la version Mac et PC. Hein. Oui, mais Ouais, tu mais dois l'installer 2 fois. C'est ça C'est qui veut dire. qu'une appli parmi toutes les applis que j'ai. Ouais. Et ça commence à m'embêter parce que je commence à acheter les applis en 2 fois
Et donc, si tu as aujourd'hui un outil qui commence à être polyvalent et qui me sert soit pour la consultation de mes doigts, soit pour travailler suivant les cas, qui est fin et qui a une bonne durée de batterie, c'est intéressant. Donc, oui, il y a les use cases pour bosser sur des petits trucs tout fins. Et 2, c'est réduire mon besoin d'acheter 2 fois la même chose. C'est que ça tourne sur n'importe quoi. Thierry, peut-être. Il y a une chose qui est essentielle, c'est ça. C'est le stylet. Parce que, mine de rien, toute cette annonce, elle a été tournée autour de nouveaux usages. Microsoft a pas su développer, avec les nouvelles surfaces, les usages qui étaient... je vois Rodrigo en train de faire comme ça. Parce que tu dessines pas. Tu t'es pas un créatif, t'es pas... c'est un j'ai rien dit. obscur investisseur financier. J'ai rien dit. Non, mais avance, ça, c'est assez génial. Quand on voit la puissance, justement, qui doit être requise pour utiliser des applications graphiques et puis derrière être capable, justement, d'avoir suffisamment de niveau de pression pour avoir de la précision, on a vu aussi des stylets avec différentes mines. Donc, je pense que la puissance s'est jamais trop dépassée, y compris sur des surfaces. Et on le voit aussi avec l'iPad Pro. Hein. On attend de le voir, mais derrière, c'est quand même motorisé par une puce qui, a priori, est assez puissante. Ouais. Pour toi, c'est quoi? C'est plutôt un concurrent de l'iPad Pro concrètement? C'est ce que tu sous-entends, Thierry? Non, je suis juste en train de dire que les usages qu'on commence à voir au niveau tactile, passant avec un stylet, sont essentiellement professionnels. Et ça, c'est là-dessus où ça va jouer sur différents form factors. Aujourd'hui, la cour de récréation, elle est grande, elle est vaste. Et les applications, elles ne sont pas encore forcément là. Alors, dernier point pour finir le tour d'horizon autour. Moi, je rebondirais juste sur sur le un point modebook, très je vais pas intéressant pouvoir y arriver. soulevé par Rodrigo, qui était du cas de cette personne qui travaillait sur son Excel à côté de lui sur une surface. Très bon exemple. Simplement aujourd'hui, pour encore une fois dire du mal de Microsoft. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Mais il faut pour une fois que nous, on est gentils et contents, quoi. Mais Rodrigo sort de ce corps. Aujourd'hui, Microsoft a un problème, même avec Windows 10. Windows 10 gère toujours très mal les écrans IDPI. Et les applications qui s'exécutent en IDPI c'est du peuvent faire Retina très chez mal nous, aux le yeux. IDPI. Et sur Facebook, avec effectivement les caractéristiques que Paul a données sur l'écran, ça peut poser problème à certaines applications, c'est toujours mal géré. Voilà, un dernier point pour finir enfin sur cette tablette. On a accordé. Cet ordinateur. Oui, pour moi c'est une tablette, mais c'est pas bien. Oui, je sais bien. Mais j'ai du mal à être formaté, mais ça va venir. Donc un dernier tour d'horizon, dernier point pour finir le tour d'horizon de cet ordinateur. J'y suis arrivé. La connectique, là on voit vraiment que la vision de Microsoft est à l'opposé de ce que propose Apple, où lors de la présentation de ces derniers ordinateurs avec le MacBook notamment, il n'y a plus qu'un seul connecteur. Hein, ça avait été vraiment un tsunami médiatique parce qu'il n'y a plus qu'un seul connecteur USB-C. Et on se doute bien qu'Apple va dupliquer le modèle sur ses futurs ordinateurs. Là, Microsoft continue dans la continuité, Julien. Continue dans la continuité? Oui, pardon. C'est bien ça. Excusez-moi, mais vous m'avez compris. Oui, Julien, ils adoptent les guitare. nouvelles connectiques, ils mettent des ports là où il faut, ils proposent du dock parce que sur Surface, effectivement, tu peux t'en servir en scénario de mobilité, encore l'exemple de Rodrigo, mais dès que tu arrives au bureau, tu la docks et tu la branches à un plus grand écran, par exemple. Donc oui, tu as tout un tas d'accessoires et de connectiques en standard. Qui sont bienvenus. Maintenant, tu n'as pas de prise RJ45 sur Surface, pas plus que tu en as sur ton MacBook Air. Oui, mais enfin, c'est moins. Je ne pensais pas à ça, je pensais plus à la génération de l'USB-C qui est présent, on va le voir après le busomètre de Paul Rony, sur la Surface Pro 4, mais qui ne l'est pas sur le porte-étendard, le navire amiral dorénavant de la gamme de Microsoft, qui est désormais un constructeur, mais on reviendra sur le concept de constructeur en fin d'émission. Place maintenant au busomètre de la semaine. Allez Paul, quel est donc le busomètre, le classement des rumeurs de la semaine? Eh ben, il n'y a pas grand-chose, hein, puisque... Apple a tout annoncé d'un coup. Il n'y a pas grand-chose. Mais ça va revenir, on est très triste. Il y a une rumeur qui, moi, me fait très plaisir dans ce busomètre. Ouais, c'est la première. C'est quoi? C'est un iMac Retina. Un iMac Retina 21 pouces, donc plus petit, moins cher que le 27 pouces, qui serait en 4K. J'en parlais déjà il y a 15 jours. Hein. Un iMac qui serait en 4K, j'en parlais déjà il y a 15 jours. Mais là, 9to5 Mac a sorti cette rumeur d'une sortie le 13 octobre, donc d'ici une semaine. Ça me paraît plausible, effectivement, parce qu'on sait qu'il n'y aura pas de keynote au mois d'octobre. J'ai posé la question il y a 15 jours. Ça sert à quoi un iMac Retina 4K? Je sais pas, tu as un 5K sur ton bureau, non? Oui, je suis en train de vous regarder dessus. Bon, alors en gros, l'idée, c'est que le 21 pouces ne permet pas de faire du 5K, mais du 4K, tout simplement. Merci.
Bravo. Voilà, en avance. Oui, forcément, la dalle est plus petite, mais bon. Donc, on ne sait pas grand-chose de cet iMac. On sait par contre qu'Apple préparerait de vrais nouveaux iMac avec les nouveaux claviers et souris qu'on a vu passer à la FCC, mais qu'ils ne sont pas encore prêts. Donc, pour le moment, on garderait le même design, les mêmes claviers, les mêmes accessoires, tout. Voilà. Ouais, donc ce serait moins C'est pas ébouriffant folichon. que ce que nous a proposé Microsoft cette semaine. Deuxième rumeur. Deuxième rumeur, l'iPad Pro sortirait la première semaine de novembre. Il serait disponible à la vente. On ne connaît pas encore la dispo. Hein. On ne connaît pas encore la dispo, mais pareil, c'est 9to5Mac qui sort ça dans le même article. Visiblement, l'iPad Pro serait commandable, réservable, la première semaine de novembre. Combien il y en aura à vendre? Est-ce qu'on va devoir attendre 6 mois comme pour le MacBook ou l'Apple Watch que les stocks se normalisent? Est-ce qu'il va y avoir une demande? On va voir aussi. On sait que l'iPad a du mal à se vendre. On va voir si ça démarre, ou ça va redynamiser les ventes de tablettes chez Apple. Troisième rumeur, Paul. Troisième rumeur, l'Apple TV serait en retard. Le nouvel Apple TV, le boîtier qui a doublé d'épaisseur. Qu'est-ce qui se passe, Paul? Mais on ne sait pas, ça va pas. Mais je dis du bien de Microsoft quand ils font des choses bien, et c'est ce qu'ils ont là, fait il ne fait que hier. refléter ce qu'il se dit sur le web. Apparemment, il y a eu beaucoup de papiers sur le fait que l'Apple TV arriverait en retard. L'Apple TV serait... Non, mais ça, pas c'est qu'il- pas recevable comme argument. Oui. Les enfants me disent que tout le monde a eu 16 et moi j'ai eu 17. Non. Oui, non, mais le busomètre reflète le classement des rumeurs sur Internet. Il faut suivre, messieurs. Quatrième rumeur. Quatrième rumeur, Au bout de la 200e émission, on va y arriver. Hein. une Apple Watch 2, comme c'est étonnant, après un modèle 1, souvent chez Apple, il y a un modèle 2, donc on sait assez peu de choses. On sait malgré tout que la batterie, Apple travaillerait beaucoup sur la batterie pour en loger une plus grande, en arrivant à faire une puce encore plus petite pour gagner en place, qui serait gravée plus finement. On aurait une caméra FaceTime en façade, et en gros, ce serait tout. On ne gagnerait pas en finesse. Donc, Parce en clair, que Apple Apple veut mettre une plus grosse batterie. C'est assez contradictoire ce qu'on entend sur le web. Tantôt, il y a des partisans de l'Apple Watch 2 qui arriveraient en gros après un an après la commercialisation du premier modèle autour du mois de mars ou du mois d'avril. Soit au contraire, Apple conserverait ce modèle encore quelques mois de plus, un an et demi, pour bien marquer les esprits sur le fait qu'il est sur un tempo différent. Dernière rumeur. Dernière rumeur. L'Apple Car. Non, elle est sortie du classement. Elle est sortie du classement, l'Apple Car, on est désolé, on n'en a pas beaucoup entendu parler ces derniers temps, à part Porsche qui a choisi CarPlay plutôt que Android Auto. Oui, Bon, c'est voilà. calme, c'est calme. Ça laisse un boulevard à Microsoft, tant mieux pour eux. Voilà. Donc on a déjà entendu des rumeurs sur l'iPhone 7, à peine l'iPhone 6S sorti, déjà on a quelques indices sur le design du futur smartphone qui serait beaucoup plus fin, qui pourrait avoir une prise jack qui serait refaite, qui serait coupée en fait, qui ressemblerait à un D, donc ça va encore faire grincer des dents. Non, pas coudé, qui ressemble à un D, vraiment. Ah bon. Parce que la prise actuelle est ronde, là on couperait une partie pour affiner le produit. D'accord. Donc ça fera encore grincer des dents chez les utilisateurs et on les comprend. Et Apple reviendrait à un design un peu plus carré comme l'iPhone 5 ou l'iPhone 4 ou s'inspirer du design des iPads. On sait Voilà. que toutes les années paires, Apple change son design. Merci. C'est complètement sans dessus parce que Microsoft a fait une bonne keynote et je te sens pas bien ce soir. Non, je suis bien, je suis même content pour eux. On a toujours salué les performances de Microsoft et les choix parfois audacieux avec Windows, notamment avec le tout tactile. Hein. On ne l'a pas dit ce soir, mais cet ordinateur est tactile et moi personnellement, je ne désespère pas de voir arriver un Mac tactile. Encore faut-il que l'interface soit optimisée Et s'il pour n'y avait cela. pas eu Microsoft, il n'y aurait peut-être plus eu Apple. Hein. Et puis s'il n'y avait pas eu Apple, il n'y aurait peut-être pas eu de tactile non plus, hein, mais passons. Allez, c'est la fin de ce busomètre, on va passer tout de suite à la suite de cette émission. Deuxième grande annonce de cette keynote d'Apple, le Surface Pro 4, la tablette hybride de Microsoft a droit à un nouveau modèle, plus grand. Premier constat, Julien, Microsoft a confirmé qu'il y avait un vrai marché, que ça y est, depuis quelques mois, même on le sait même depuis un an, le marché a vraiment décollé pour Microsoft. Ah oui, parce que Surface c'était un business à $0, hein, finalement, même voire un business qui a coûté très cher, puisqu'ils ont fait un write-off quand ils ont rappelé, en tout cas pas rappelé, mais dû assumer la surproduction des tablettes Surface en Windows RT, c'était les Surface RT. Aujourd'hui, Surface Pro, apparemment, c'est un business à $3,5 milliards. Je ne sais pas si ce chiffre est trimestriel ou annuel, je ne sais pas si quelqu'un là. C'est par an, c'est 3,5 milliards par an. C'est venant de là où ils viennent, puisqu'ils ont démarré l'aventure en 2012 et qu'ils ont eu quand même un épisode fort malheureux qui était l'épisode Surface RT. C'est pas mal, c'est un très bon départ. Donc on reste sur le concept de la version précédente, hein, là où la Surface Book est l'ordinateur qui peut se transformer en tablette, la Surface Pro 4, Paul, propose carrément l'inverse, c'est la tablette qui devient l'ordinateur. C'est ça, c'est le même concept que les premières Surface, donc là vraiment c'est une tablette, une très belle tablette, et on peut lui mettre un clavier
Et on a ce stylet. Mais ce qu'il y a donc on ne change pas de design par rapport à la Surface Pro 3, sauf qu'en fait on gagne un petit peu en épaisseur et l'écran a été élargi et les bords mathématiquement ont rétréci. Donc on a fait aussi le clavier du coup et de gagner aussi en place. Non, vraiment le clavier de la Surface Pro 4 qui donc possède pas mal d'avantages sur celui de la Surface Pro 3 est compatible avec les anciens modèles. Donc vraiment on n'a pas changé le design, on a affiné la tablette, on a rajouté des choses dedans et on a élargi l'écran mais pas les bords. Bon, alors cette fois Microsoft, c'est sûr, messieurs, l'a opposé cette fois-ci à l'iPad Pro, on est bien d'accord. Au MacBook Air même. Non, au MacBook Air encore une fois. Donc pour eux, l'iPad Pro ne rentre pas dans la même catégorie encore une fois. Non, c'est une tablette de consommation. Ouais. Julien, tu es d'accord avec ce positionnement, avec la stratégie Microsoft de vouloir comparer, je dirais, la Surface Pro 4, qui est une tablette, à un ordinateur qui est le MacBook Air plutôt que l'iPad Pro? Oui, globalement, je suis assez d'accord. Finalement, il n'y a que le tarif qui les différencie. Et aujourd'hui, moi, j'ai qu'une seule hâte, c'est de voir un vrai renouveau en MacBook Air pour voir à quel point le tarif des MacBook Air va grimper en flèche et s'aligner sur ce qu'est aujourd'hui le tarif d'une Surface Pro 3, qui est quand même onéreuse dès que tu veux une configuration un petit peu sympa. Donc oui, moi, je pense qu'effectivement, on a Surface, c'est la tablette qui fait PC et ça a toujours été le positionnement. Ça reste pour moi le positionnement. Et cette Surface Pro 4 est une upgrade incrémentale ou incrémentielle comme on en voit finalement assez régulièrement chez Apple. Donc il y a quelques petits trucs sympas. Apparemment, il y a la caméra Intel RealSense qui est intégrée pour Windows Hello. Il y a de nouveaux accessoires, il y a des bords plus fins sur l'écran. Il y a effectivement les pros Intel de nouvelle génération qui doivent nous permettre de gagner en perf et en autonomie. Équivalent de Touch ID, c'est sympa. Et ce qui est assez cool, c'est le stylet. Effectivement, alors le stylet, sa techno évolue. Je crois qu'il a des mines interchangeables, mais surtout détails pratiques, parce que chez Apple, on aime bien les détails. Chez Microsoft aussi, finalement, on s'y met. On peut attacher le stylet sur le côté de la tablette. Alors que ce n'était pas possible précédemment. Souvenez-vous, ça avait fait scandale. Il fallait acheter $5 un clip que tu collais sur ton clavier, ton type cover Microsoft que tu avais acheté en option pour ranger ton stylet. Maintenant, c'est aimanté, tu le mets sur le côté. Et j'ose espérer que, contrairement aux premières surfaces, ça ne va pas obstruer le connecteur d'alimentation. Thierry, tu en as pensé quoi de ce nouveau modèle, de ce positionnement? Est-ce que tu vas délaisser ton MacBook Air pour une Surface Pro concrètement? Non, je n'ai pas de MacBook Air, moi j'ai un MacBook Pro, un truc sérieux. Cette tablette, ça reste quand même un PC. Donc, même si la forme, effectivement, fait penser, c'est une tablette sur laquelle on peut adjoindre un clavier, ça reste quand même un PC. D'ailleurs, c'est motorisé avec des composants de PC. Les usages sont essentiellement ceux du PC. Et puis, j'ai pas trouvé d'application depuis pas mal de lustres où j'utilise aussi un tablette PC de première génération, des choses qui font que ça soit plus pratique à utiliser qu'un iPad aujourd'hui tel qu'on peut le concevoir. En revanche, ce qui est assez amusant, c'est de voir que Microsoft aujourd'hui aime beaucoup les données dans le design. On a vu les claviers de différentes couleurs. Le clavier qui était une calamité jusqu'ici s'est amélioré au fil de l'eau. On peut espérer qu'on a enfin une frappe agréable. Et puis surtout, il y a ces petites touches de couleurs qui sont arrivées sur les stylets. Ouais. Bon, donc ils aiment un peu la fantaisie. Ouais, le design évolue à la marge. Oui, et ce qui est sympa quand même, moi je précise, ce qui est sympa, c'est que les nouveaux claviers, les nouveaux accessoires Surface Pro 4 sont compatibles avec Surface Pro 3. Ouais. Si tu as une Surface Pro 3, tu n'es pas obligé de tout racheter. Ouais, concrètement, la cible, quelle est la cible de ce type de produit chez Microsoft? Les étudiants, les pros, concrètement, Julien? La cible, elle est déterminée par le prix, en vrai. Donc les étudiants, oui, s'ils arrivent à convaincre papa-maman qu'il faut signer le chèque, mais au vu du prix aujourd'hui, le premier modèle, je crois, était à, rappelez-moi, 1600, non, c'est ça? Pour la Surface Facebook, ouais, on est à 1600. Pour la Surface Pro 4, on est à 899. Avec 890. Mais il y a du MacBook Air. Oui, non, mais il y a une petite astuce, c'est que je pense que tu as vu ça, Julien, c'est que la première Surface, ouais, voilà, alors que les autres sont en Core i5, mais elles sont ou i7 et elles sont beaucoup plus chères. Moi, je trouve que c'est assez sous-motorisé. Je crois que c'est 400 $, supplémentaires le gap entre Core M et Core i5, c'est ça? Donc ça te met en fait la première Surface vraiment comparable à un MacBook Air à 1300 $. Donc le prix d'un beau MacBook Air déjà. Rodrigo, que penses-tu de cette proposition matérielle de Microsoft? Est-ce que tu trouves que Microsoft est crédible en tant que constructeur, au même titre qu'Apple aujourd'hui? Et au-delà, est-ce que tu es impressionné par les chiffres de vente de cette Microsoft Surface? On parlait en préambule de 3,5 milliards d'unités vendues. Est-ce que ça te semble beaucoup sur l'année lissée comparé 3,5 milliards de dollars générés. De dollars, pardon, excusez-moi.
Je m'en mets les pinceaux. 3,5 milliards de $. Merci Julien. Vendu comparé au chiffre d'affaires aujourd'hui, par exemple, d'un produit comme l'iPhone, Rodrigo. C'est beaucoup et pas beaucoup à la fois pour une boîte de la taille de Microsoft qui était dans le top 3 ou top 5 des capis mondiales à un moment donné. Ouais. C'est pas beaucoup, mais c'est un lancement d'une nouvelle gamme en termes de chiffre d'affaires. C'est encore modeste. Légitime pour construire leur propre appareil. C'est étonnant. Oui, ça te semble beau? Microsoft a toujours fait des accessoires. Ils faisaient des claviers qui se vendaient un peu, ils faisaient des souris. Ils se sont mis à faire du hard avec la Xbox. Mhm. C'est étonnant qu'ils se mettent sur ce secteur. Tu vois, historiquement, si on regarde Microsoft vend aux entreprises et vend par parc milliers, voire de dizaines de milliers de licences, d'unités à la fois. Mhm. Tout pour la vente au retail, tu vois, au détail, aux consommateurs un par un, même s'ils ont maintenant depuis 2-3 ans, et j'en ai rencontré, des ingénieurs grands comptes, tu vois, qui essaient d'équiper les entreprises. Donc ils vendent du soft, ou peut-être voir du hard, c'est peut-être une opportunité, tu vois. Mais oui, Julien, ce sera le mot de la réponse fin sur là-dedans, Surface Pro. c'est la même que pour Apple, c'est le contrôle de l'écosystème. Microsoft s'est rendu compte que ce qui nuisait à l'image de Windows, c'est effectivement les tactiques des partenaires, le nouveau Get, etc., où on s'aperçoit qu'il y a des logiciels de phishing qui sont bundlés en standard avec l'ordinateur. Microsoft, ils en ont ras-le-bol de ça. Ils ont commencé par une initiative qui s'appelait les PC Signature Edition, qui était dispo qu'aux US. Surface, c'est un excellent moyen de reprendre le contrôle de l'univers Windows, de dire voilà, je vous offre le Windows le plus pur, le plus propre, il n'y a rien d'autre que Windows dessus. Vous ne serez pas embêté, vous allez le payer cher, certes. Il y a une stratégie premium qui est quand même globalement la même qu'Apple. Et moi, ce que je vois, c'est effectivement la mainmise sur l'écosystème, avec peut-être l'idée derrière, qui est de dire, comme Surface fonctionne aujourd'hui, et en admettant que Surface Book fonctionne, Surface Pro 3, enfin Pro 4 fonctionne également, c'est de dire, bon, bah, voyez, regardez, on a développé notre gamme Surface, on l'a tellement bien développé. Développeurs d'applications, venez me voir, faites des applications Windows 10 universelles, ça tombe bien, elles fonctionneront aussi sur mon téléphone et aussi sur ma Xbox One. Ouais. Alors, et ça, Microsoft en a besoin. À Big Transition, Julien, c'est la dernière annonce majeure qu'a fait Microsoft lors de cette keynote. Au sujet du téléphone, on s'attendait beaucoup à voir arriver un nouveau système d'exploitation, une nouvelle itération de Windows Phone qui soit dans la lignée de Windows Phone 10. D'abord, de nouveaux Lumia, de nouveaux téléphones mobiles. Alors, on va revenir dans un instant sur les specs intrinsèques de ces téléphones. On va essayer de les comparer, pourquoi pas, à l'iPhone. Mais concrètement, l'originalité, c'est que ces téléphones, peut-être on va parler avec Thierry, sont à la fois des téléphones et des ordinateurs. Et ça, c'est assez étonnant. Ah, c'est bluffant. Pour reprendre un petit peu la voie sur ce qu'ils ont loupé, c'est-à-dire le marché du téléphone, cette capacité d'offrir à la fois un terminal extrêmement puissant, parce que là, il y a une débauche de composants à l'intérieur avec un système de refroidissement, j'ai pas tout compris. Qui est liquide, c'est du liquid cooling, mais taille téléphone. Ouais. Alors, pour résumer, il y a un petit boîtier, il faut le préciser, sur lequel, comme une sorte de hub USB de la taille d'un Apple TV, en gros, où on branche dessus son moniteur, son clavier, sa souris, et miracle, le téléphone se transforme en un vrai PC de poche. Ouais, c'est la fonctionnalité Continuum. Continuum, exactement. Oui, Thierry. Et ça, c'est bluffant. Ouais. Et ça, c'est vraiment bluffant, parce que être capable de vendre des terminaux auprès des entreprises, parce que je pense que c'est aussi des produits d'image auprès des entreprises qui peuvent se transformer directement en appareils pour travailler, parce que c'est juste ça, ce qui a été démontré. Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, vous pouvez toujours continuer à travailler. À bosser, il faut juste tout le temps bosser. Un simple téléviseur. Oui, ça c'est sûr. Voilà. Ça, on le connaît bien dans la maison. Concrètement, est-ce que c'est pas, Julien, un constat d'échec de la part de Windows Phone? On s'attendait, et de la part de Microsoft, on s'attendait à ce que Microsoft remette du charbon et de l'eau au moulin, dirons-nous, pour accélérer la machine. J'avance. Laisse-moi terminer ma phrase, Julien, par pitié. On s'attendait à ce que Microsoft retrouve de l'ambition pour rattraper son retard envers, je ne parle même pas d'iOS, mais plutôt Google, qui est largement leader du marché aujourd'hui. Et là, je dirais que Thierry l'a bien reflété, on s'adresse plutôt aux entreprises avec cette annonce-là. En fait, il y a plusieurs niveaux de lecture. Je te dis, je te redis. Aujourd'hui, tu sais que il y a un seul. Pour moi, il y a un seul. Enfin, il y a 2 smartphones qui ont été annoncés en vrai hier par Microsoft.
il y a le 950, le Lumia 950 qui est décliné en version XL. Donc c'est iPhone 6S, iPhone 6S Plus, ni plus ni moins. Et il y a un Lumia entrée de gamme, le Lumia 550, qui a été présenté très rapidement en mode, au fait, on a aussi un iPad mini 4. Voilà. Donc ça c'est 2 annonces. Ces nouveaux smartphones sont équipés non pas de Windows Phone, parce qu'il ne faut plus parler de Windows Phone, mais de Windows Mobile 10. D'accord ? Ouais. La nouvelle version du système d'exploitation qui, j'en conviens parfaitement avec vous, par rapport à la précédente, en termes d'expérience utilisateur, change pas grand-chose. Oui, en termes de Par fonctionnalité, contre, il n'y a pas grand changement. elle apporte le support des apps universelles qui peuvent tourner, ce que je disais précédemment, sur PC, sur Xbox et sur téléphone. Et elle apporte aussi notamment le support de Continuum. Mais je dirais que c'est trop simple de résumer les Lumia 950 à juste des Lumia pour l'entreprise. Oui, il y a cette fonctionnalité Continuum. Oui, moi, si je m'appelais BlackBerry, je serais inquiet. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le PureView, il y a la force historique des Nokia, c'est-à-dire un téléphone qui fait appareil photo avec un capteur de mégapixels. Il y a le scanner rétinien pour Windows Hello. Ce n'est pas rien. C'est une fonctionnalité qui n'existe pas ailleurs, jusqu'à preuve du contraire. Donc il y a plusieurs niveaux de lecture. Et encore une fois, oui, 80% du marché c'est Android, oui, 15% c'est iOS, et 5%, c'est ce qui reste. Est-ce que Microsoft arrivera à reconquérir des parts de marché? Personnellement, j'en suis pas convaincu. J'attendais hier personnellement des annonces plus stratégiques avec notamment Google en me disant peut-être que des apps universelles Google arrivent. Il y avait eu quelques rumeurs en ce sens. Il n'y a pas eu d'annonce de ce type. Bon, très bien. Attendons de voir, mais je suis pas sûr, en tout cas, que Microsoft soit 100% focus et 100% committed sur la plateforme Windows Mobile. Ouais. Ils ont sorti des produits qui étaient dans le pipe et qui étaient attendus depuis un petit moment. Ouais. Faudra voir la réaction et voir la suite et l'évolution. Mais en tout cas, le Lumia 950 est un très beau produit. Ça, c'est certain. Mais on a vu aussi, Julien, et en préambule de cette émission, que l'enjeu et que la croissance du marché, l'avenir de la tech, on l'a vu en termes de volume, elle est sur le smartphone. Et qu'aujourd'hui, et l'enjeu pour Microsoft pour l'avenir, c'est de conquérir ce marché pour redevenir le leader historique qu'ils ont été dans le passé. Alors là, je me tourne vers Rodrigo. Est-ce que tu crois que cette fonction, qui est très intéressante, qui est une belle démonstration technologique, suffira à un utilisateur lambda pour le faire switcher? Je ne parle même pas de l'iPhone, de le faire switcher d'un téléphone Android bas de gamme à un téléphone Windows Phone bas de gamme, voire milieu de gamme, voire haut de gamme. Cette fonctionnalité, branchez votre téléphone, c'est votre ordinateur. Non, mais pendant que Rodrigo réfléchit, moi je dirais non, d'autant plus qu'elle ne sera pas cette fonctionnalité sur toute la gamme Lumia. Elle est que sur le haut de gamme. Oui, mais on peut penser qu'elle va être downgradée au fil des générations. Mais concrètement, est-ce que c'est une fonction qui peut faire changer et être un argument de dire j'abandonne un écosystème qui est leader aujourd'hui pour un nouveau? C'est le même problème qu'avec Apple en 97, lorsque Steve Jobs déposait les armes, souvenez-vous, au pied de Bill Gates lorsqu'il est venu faire sa keynote en 97 et il a dit je continue à investir dans la plateforme Mac, mais et d'un autre côté Apple renonce à ses poursuites. D'un autre côté aussi Apple a renoncé à devenir un acteur majeur du marché de l'ordinateur, laissant la place libre, ils n'avaient pas trop le choix, à Microsoft. Ils avaient reconnu, entre guillemets, leur échec et ils attendaient des jours meilleurs pour proposer et ne pas rater le prochain virage technologique. Et le prochain virage technologique, ils n'ont pas loupé, c'était l'iPod, c'était l'iPhone et l'iPad. Est-ce que ce n'est pas la même chose que fait aujourd'hui Microsoft? En clair, ils font le dos rond, ils essaient d'améliorer le système, de botter en touche avec des solutions qui sont séduisantes, qui proposent une autre vision, qui peuvent satisfaire une certaine catégorie, pas l'intégralité, mais le prochain virage technologique, vous allez voir, on ne va pas le rater. Thierry, peut-être. C'est quoi le prochain virage technologique en matière de téléphonie? Est-ce que c'est pas toujours téléphonie, plus de c'est le prochain virage téléphonique, c'est le prochain Internet. Technologique, ça peut être. Qu'est-ce que j'ai dit? Ça peut être HoloLens, j'imagine. Ça peut être peut-être HoloLens qui a fait forte impression également lors de la présentation de Microsoft. Ça peut être ça, hein? Bien sûr. Historiquement, Microsoft a toujours été présent dans l'innovation technologique. Ils n'ont juste pas su les commercialiser et pas su proposer des produits suffisamment séduisants. Maintenant, le problème qu'a Microsoft, c'est de montrer qu'ils sont de nouveau leaders sur l'innovation. Ça, ils l'ont réussi hier soir. Je suis d'accord. Ça, le message est passé. Maintenant, est-ce que ça va suffire? À part me donner une boule de cristal, je ne peux pas répondre. En revanche, j'insiste quand même sur ce marché de la téléphonie. Ils ont déposé les armes. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire à part montrer aujourd'hui et d'ailleurs, Satya Nadella a dit quelque chose de très pertinent, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est l'utilisateur et les usages. Et voilà, et ce qui l'accompagne
tout au long de son quotidien. Et cette mobilité, elle est en train d'être réinventée. Mais on l'a vu avec HoloLens, c'est magique. Mais c'est aujourd'hui un produit en développement qui vaut $3000 et pour lequel on montre des choses qui sont marrantes, mais qui ne sont pas encore appropriables totalement par le commun des mortels. Oui, mais qui sont vraiment sexy. En un mot, parce qu'on n'a pas entendu Rodrigo sur ce point-là, tu en penses quoi de cette innovation de dire, voilà, ton téléphone, c'est ton ordinateur, tu branches ton clavier et ta souris, ça devient un vrai ordinateur à part entière. Est-ce que tu crois que c'est une fonction qui tue, une app killer qui peut faire rattraper son retard concrètement à Microsoft? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres chemins à gravir, d'autres montagnes à gravir, parce qu'elle est haute pour Microsoft, notamment dans les pays asiatiques où on voit que Apple cartonne en Chine aujourd'hui? Allez-y, essayez de convaincre des marques chinoises d'adopter Windows Phone, mon sang, plutôt que Google. Je dirais que la réponse n'est pas simple. Ben oui, j'imagine, sinon il aurait fait. Je commencerai par deux choses. La première, de computing aujourd'hui, principal, c'est l'ordinateur. Portable, encore, le smartphone. Ça a passé 50% des utilisations. On utilise son smartphone aujourd'hui pour faire tellement de plus de trucs que juste pour téléphoner. On s'en sert pour checker ses mails, envoyer des messages, pour chatter, tout service de messagerie, mais également pour consulter ses docs. Maintenant, on peut tout modifier en ligne, etc. Donc, de fait, c'est devenu un ordinateur. À côté, il y a toute une gamme d'ordinateurs qui sont aujourd'hui utilisés et qui petits, je pense au Raspberry Pi, tu vois, et toutes ces moutures-là, auxquelles on connecte un clavier, on connecte un écran, et on commence à habituer le consommateur à jouer avec ça. Ouais. En revanche, je ne vois pas bien la fusion entre les deux. Ouais. Deux ordinateurs qui fait pas mal de choses, mais qui n'a pas le même OS. Donc, ok, on a parlé des apps universelles, mais qui n'a pas le même OS pour se connecter, qui n'a pas la puissance pour driver. Tu as les écrans qui aujourd'hui sont de plus en plus grands dans la maison, tu vas avoir des écrans 4K, donc on a des puces 4K là-dessus pour driver les écrans externes, qui ont des batteries limitées, donc il faut les brancher. Ouais, c'est pas la fonction que je sais pas, j'ai l'impression qu'on a besoin d'un accès immédiat à son smartphone et qu'on n'aura pas envie de le bloquer en le connectant à plein d'autres trucs pendant une heure ou deux. Mais justement, ça ne le bloque pas. Je t'arrête parce que ça ne le bloque pas. C'est bien tout l'intérêt de la présentation qui a été faite, c'est que non seulement tu peux bosser sur ton écran, et je crois bien qu'ils prennent en charge des écrans avec des résolutions assez élevées, on ne parle pas de 720p là, et en plus tu peux continuer à utiliser ton smartphone en parallèle pour répondre à tes SMS, faire tes Instagram, etc. Et sur ton écran, tu as l'interface Windows 10 avec desktop, un câble relié by the way, normal. Instagram avec un câble relié à ton moniteur, je demande à voir. Mais pourquoi pas Bon, mais c'est l'idée, tu as très bien... Non, mais il y a peut-être un marché concrètement, on en parlait ensemble, Julien, et on en parlait avec Paul également en préparant cette émission. On a beaucoup parlé même. Oui, énormément, jusqu'à tard hier soir, ce qui explique notre mine un peu défaite. Oui, c'est peut-être le marché des pays émergents, en disant, voilà, effectivement, on n'a pas d'ordinateur, on n'a pas d'accès, on l'oublie à Internet. Là, je branche mon téléphone, je le transforme en ordinateur. Là, c'est génial, là, il y a un vrai marché. Mais là, en fait, il faut imaginer qu'il va vraiment y avoir peut-être une transformation des usages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tous un ordinateur portable dans notre sac. Les ordis de bureau, c'est quand même globalement quasiment fini. Mais par exemple, moi, je suis étudiant à la fac. Si j'ai mon téléphone sur moi, bon, effectivement, je ne vais pas prendre mes cours sur mon téléphone en amphi, mais j'arrive à la Bibli avec un téléphone qui contient tous mes cours. Et à la Bibli, au lieu d'avoir des PC pourris branchés à des imprimantes tout aussi pourries, sur un réseau tout aussi pourri, j'arrive avec mon téléphone, je le branche à ce tout petit dock et d'un coup, boum, j'ai un ordinateur de bureau sous mes yeux et je peux quand même continuer à communiquer. Je trouve que c'est assez génial et je pense qu'aussi dans une situation dans les pays émergents où ton accès à Internet provient, en général, ton premier accès à Internet, c'est une puce. Il y a eu cette dans un initiative téléphone. par plusieurs boîtes qui ont essayé de lancer des OS sur des clés USB. Mais oui, mais là, ça marche Microsoft. plutôt pas trop mal. Et là, c'est Microsoft, c'est-à-dire ton téléphone. Non, mais au-delà, moi, je trouve intéressant, c'est de proposer une solution tout en un qui a un accès à Internet dans des pays où il n'y a pas d'accès à Internet et où tu as Office. filaire. Et tu as Office sur toi en plus. On va voir, on a une réponse. Sauf que là, c'est un produit haut de gamme. Julien a lourdement insisté sur ce point-là. Il pourra adresser les pays émergents. Je souris béatement. Oui, c'est un produit haut de gamme. Et je rajouterais quand même un point, c'est qu'on dit souvent, pour comparer l'iPhone en disant, bah ouais, regardez la puce A9, il n'y a que 2 cœurs d'exécution. Mon Snapdragon avec 8 cœurs, il est vachement mieux.
non, à l'usage non, sauf que là, Microsoft a inventé un usage où là, les cœurs d'exécution et leur nombre servent à quelque chose. Peuvent se justifier et peuvent servir à quelque chose. Alors, dernier point, parce qu'on est en retard ce soir, deux derniers points avant d'aborder HoloLens pour conclure et qui est vraiment l'avenir de Microsoft. C'est quoi la prochaine étape en tant que Microsoft constructeur? Et là, je me tourne vers Julia. C'est un ordinateur de bureau, un iMac bis, un Mac Pro bis du côté de chez Microsoft? Allons-y. Pourquoi pas? Enfin, moi, je pense que vu le nom du Surface Book, on a déjà les déclinaisons, le Surface Book Pro, le Surface Book Air, etc., etc. Donc, on sait à peu près où ils peuvent aller. L'ordinateur de bureau, j'y crois pas trop. Peut-être un équivalent d'iMac, peut-être avoir. Moi, je veux revenir sur un point qui me paraît fondamental. Je vais être un peu long, Olivier, je m'excuse, mais je veux le dire. Ça me tient à cœur. Tout à l'heure, Thierry, ou je sais plus qui, a dit oui, Microsoft, ils ont fait des trucs dans le hardware, mais bon, ça n'a jamais été que des gars qui ont fait des souris et des claviers. Mais putain, les mecs, Microsoft, c'est les premiers à avoir vendu une souris avec un OS. C'est les premiers à avoir vendu une souris avec un capteur optique. C'est les premiers à avoir vendu une souris avec une molette. Ils ont un track record d'innovation hardware, certes sur des accessoires, qui est assez inégalé. Même Logitech, qui peut être l'équivalent sur un accessoiriste, n'a jamais fait aussi bien. Et aujourd'hui, ils mettent cette expertise qu'ils ont quand même engrangée au fil des années au service des PC. Et on voit ce que ça donne. Oui, et surtout moi, ça me fait vibrer. Surtout qu'aujourd'hui, bon, je n'irai pas aussi loin que Julien, mais surtout qu'aujourd'hui, pour être un constructeur d'ordinateur, et Apple est bien passé pour le savoir, il n'est plus nécessaire d'avoir des usines. Donc, entre guillemets, si on a une expertise en matière d'ingénierie de développement, on peut devenir son propre producteur d'ordinateurs et n'a plus besoin de ses partenaires tiers. Par contre, on risque de mettre à mal son modèle économique sur le logiciel, mais l'avenir nous le dira. L'avenir, justement, parlons-en très brièvement. HoloLens, qu'est-ce que vous en avez pensé pour conclure cette émission? Une belle démonstration technologique, ça promet, il faut avoir un grand salon quand même, hein, et plein de murs. On commence peut-être par Julien. Oui, c'est une très belle démonstration techno. Moi, j'attends de voir le produit. Ça me paraît un peu vaporware en l'état parce que, oui, on montre quelque chose de super cool. Est-ce que c'est ça le prochain virage, la prochaine... On ne va pas le commercialiser avant quand même un petit moment. Donc, moi, ça me paraît un petit peu trop en amont de phase. Maintenant, les démos sont systématiquement bluffantes. Et oui, bien sûr, j'adorerais en essayer un pour de vrai. Voilà. Thierry, pour conclure. C'est toujours amusant de voir qu'on occupe de la bande passante avec des lunettes. Après les Google Glass, voici les HoloLens. Non, mais c'est une très belle idée de sortir quelque chose qui est effectivement une innovation technologique et qui fait rêver. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que ça va être un jour commercialisable? Parce que mine de rien, on peut innover sur des tas de trucs et ça, Microsoft, si j'insiste, Julien, savent sortir des trucs, mais parfois, ils ne savent pas les commercialiser. Moi, je vais juste reprendre sur un point fondamental à propos de commercialisation. C'est pas possible, mais laissez parler Paul de temps en temps. Oui, vas-y, conclue, Julien, après c'est fini. On peut pas l'acheter en Europe. Et c'est du Microsoft typique et traditionnel, c'est-à-dire qu'on lance un Zune aux États-Unis, mais en Europe, on ne sait même pas lui faire ça n'a pas été une grande perte. Non, ça fait super mal. Mais annoncer sur Facebook et dire en Europe, ça sera disponible pendant le premier trimestre 2016, c'est triste. Moi, je suis triste. Bon. Non, moi, la couleur marron, caca, ça va. Il parle du Zune. Allez, pour conclure, Paul, qu'on n'a pas laissé parler ce soir. La conclusion pour Paul, merci. Pour pas commercialiser chez nous. Oui, allez Paul. Pourtant vous avez été bête parce que moi j'étais super content de la conférence de Microsoft, j'aurais pu en dire beaucoup de bien. Non, sans rire. Pour finir sur HoloLens, c'est un très beau produit et en plus on sait que ça va être commercialisé puisque les développeurs kits vont être disponibles en 2016 pour 3 000 $. C'est cher, certes, mais quand on voit la techno, pourquoi pas? Et franchement, effectivement, on peut dire qu'il se touche un peu la nouille, clairement, en nous montrant Minecraft dans ton salon, des choses comme ça. Mais pas une fine analyse. Mais il y a quand même des marchés, des marchés peut-être de niche où ça va se développer. Mais au moins, il y a un marché. C'est-à-dire qu'à priori, contrairement à Google Glass, on ne savait pas trop à quoi ça allait servir. C'était un peu un fourre-tout, réseau social, GP, etc. Là, il y a un marché potentiel. C'est le PC de ton appartement. Voilà. C'est-à-dire que le PC... Très grand, ton PC, au lieu de le porter, de le poser sur une table, sur tes genoux, maintenant, quand tu es chez toi, tu l'as sur toi, tu te balades, ton mur c'est ton écran de Skype, ton autre mur c'est ta partie de Minecraft, ton autre mur, t'es pas obligé d'en parler. Évidemment, il faut pas être marié, avoir des enfants et avoir des animaux de compagnie. Mais, les autres ne voient pas. Donc, bon. Bien, on va voir comment tout ça
Moi, je trouve ça pas mal. Ouais, Et- on va voir si ça va être le prochain virage. On sait que Microsoft a loupé beaucoup de mirages. De virages. De virages et des virages. Il y a eu le mirage Microsoft, j'ai du mal ce soir, mille excuses. Le virage Internet, le virage de la téléphonie, du smartphone, le virage du baladeur. On va voir s'il a raison de la virtualisation, des effets spéciaux autour des jeux vidéo. Ils ont reçu de belles choses sur Xbox One, même s'ils sont un petit peu dépassés aujourd'hui par Sony. L'avenir nous le dira. Nous passons à présent à vos coups de cœur, messieurs. Allez, les coups de cœur, on commence tout de suite par le spécialiste des coups de cœur de cette émission, monsieur Rodrigo. T'as oublié mon nom de famille à nouveau? Monsieur Rodrigo Sepulveda, allez. Schulz. Ah non. Schulz. Ouais, voilà. La famille. Ouais. Bon, je continue sur ma quête inexorable vers le meilleur son. Ouais, là, tu es en quête et elle est longue. Hein. Elle n'en finit point, mais vas-y. Et la quête est longue et surtout elle devient de plus en plus chère. Pas de jeu de mots, s'il vous plaît, Paul. Et donc, Pardon, c'était ton et donc, comme on dit chez les geeks, garbage in, garbage out, gigot. Et donc, il faut commencer par avoir une très très bonne source. Ouais. Mais aujourd'hui, les bonnes sources audio, c'est pas Spotify malheureusement en streaming, c'est du MP3 à 320 kbps. C'est des fichiers HD Master Audio. Mais le compromis entre les deux, c'est Tidal. Donc ça y est, j'ai repris un abonnement à Tidal. Et Tidal a son propre client qui est assez pourri sur un Mac, une espèce de Flash ou je sais pas quoi, qui marche plutôt bien sur le web. Mais ce que Tidal a fait d'intéressant, ils ont ouvert leur API. Et il y a un certain logiciel qui disent donc de la qualité CD sur Tidal. Et des logiciels comme Roon, qui coûtent très cher, on en parlera une autre fois, ou des logiciels comme Amara. Alors, ça fait quoi Amara? Ça reconstruit le client Tidal. Donc c'est la musique que vous aimez, il y a 30 millions de titres, mais ça remplace le logiciel de traitement audio qu'il y a dans le système d'exploitation d'Apple, le Core Audio, ça le remplace par son propre logiciel de traitement, et ça accède directement à la mémoire, donc ça précharge les morceaux, et ça les joue en direct, en passant par son propre processeur. Donc ça améliore quand même pas mal le traitement, et puis ça apporte un equalizer, qui est avec des presets qu'on voit là à l'image, mais que l'on peut également tuner. Et c'est assez sympa sur un laptop qui ne joue pas très bien de la musique. Tu changes l'équaliseur avec de la musique en streaming, c'est pas mal du tout. C'est Amara pour Tidal. Et Devialet fait un super produit qui à l'époque était le super cher à 12 000. Ils sont descendus, ils ont fait des produits moins chers, le 150 et le 200. Ils ont sorti l'enceinte Phantom dont on a déjà parlé. Ouais, et puis c'est beau, hein. En rapport qualité-prix, quand vous en avez deux, ça vaut 1700 à peu près chacune, donc pour 3400, 3500 euros, vous avez un truc en rapport qualité-prix qui vaut assez les trucs qui valent plus de 10 000 euros. Audiophile. Le truc intéressant, c'est que ça lie en natif Tidal aujourd'hui, donc la qualité CD et pas la qualité compressée Spotify. Et tu sens vraiment à l'oreille la différence, qu'il y a une grande polémique aujourd'hui. Bah, il se trouve que les conditions d'écoute de la musique dépendent de votre pièce. Alors, les professionnels, ils utilisent des softs très compliqués. Eh bien, écoute, il paraît que Sonos va intégrer une technologie beaucoup plus simple, qui s'appelle True Sound, et ça arrive dans pas longtemps, dans 2-3 mois, donc je suis vraiment attentif à ça. Ça va permettre d'intégrer pour tous les gens qui ont dit Sonos aujourd'hui de la correction de son dans la pièce. Donc, on aura amélioré sur toute la chaîne la source, le traitement, la diffusion, et la diffusion sera corrigée par rapport à vos conditions, donc vous serez vraiment sur un son de plus en plus original pour finalement pas très cher. On aura l'occasion d'en reparler cette mission et de vous dire si vraiment c'est prometteur, si c'est simple, parce que c'est effectivement le principal défaut des systèmes concurrents. Merci Rodrigo. De ton côté, Julien, quel est ton coup de cœur ce soir? Alors moi j'ai un seul coup de cœur, c'est la Nvidia Shield Android TV. Petite console que tu branches à ta télé. On attend sympa, la nouvelle Apple TV. La nouvelle Apple TV, on sait, est toujours en 1080p. Là, on a un boîtier qui est en 4K, qui pilote les écrans 4K, qui peut te faire du Netflix en 4K, qui est équipé d'Android TV. Et je dois dire que je suis tombé sous le charme de la rapidité de l'interface Android. Ça marche extrêmement bien. Nvidia ajoute son service de Game Stream. Donc, dans ce sens, tu streams les jeux vidéo qui sont rendus sur ton PC vers ta console de salon. Et tu as également le service GeForce Now qui est du cloud gaming. Et là, le cloud gaming, l'idée, c'est que tu exécutes des jeux qui sont stockés dans le cloud et ça marche par abonnement, un petit peu le Netflix du gaming. Alors moi, sur mes tests, effectivement, ma connexion Orange, qui est pourtant fibrée, semble avoir quelques problèmes avec GeForce Now. Avec la fibre.
Ouais, mais ça a l'air plutôt d'être un problème Orange, donc j'attends d'ailleurs un retour d'Orange. Mais globalement, ce boîtier Shield, très simple, très fonctionnel, tu lui branches une clé USB, un disque dur, un clavier filaire sans fil, du Bluetooth, tout marche, il avale tous les formats de fichiers, donc tu TMKV, tu t'en occupes pas, vidéo, ça passe contrairement dessus bien sûr à sans Apple. problème. Et tu as les applications clés pour nos amis fans de séries et de cinéma, Je que ne vois sont pas. Kodi et Plex, qui sont d'ailleurs pour Plex préinstallés par défaut. Pour Kodi, ça te prend 25 secondes à installer. C'est super puissant, c'est super sympa. Est-ce que c'est C'est un cher beau produit. en termes de Pardon, prix? Olivier? Est-ce que c'est cher? C'est un peu cher. Je crois qu'on est à, si je dis pas de bêtises, 199 €. Pas Et très loin donc, de l'Apple TV, ça hein. peut souffrir de la comparaison avec l'Apple Ouais, TV. bien sûr. Ouais. Parce que l'Apple TV risque peut-être d'être moins cher, mais l'Apple TV n'a pas la 4K. Oui. Moi, j'ai juste une Et question. en termes de jeu, on aura aussi la différence, je pense. Elle est bien la manette vendue avec ou pas? La manette vendue avec, c'est la même que sur la Shield de tablette, si tu as suivi. Mais elle est pas mal, elle est tout à fait correcte. Sincèrement, elle est pas... c'est une bonne manette. C'est une Il y a manette peut-être classique, hein, c'est quelques pas la améliorations à télécommande, apporter, de toute mais elle est façon. bien. Et tu as le microphone qui est intégré, donc tu as accès à Google Now. Je n'ai pas développé ce point, mais Google Now qui fait comme Siri, donc tu lui dis tes commandes et effectivement ton téléviseur va te répondre. Un rival sérieux à l'Apple TV qui est déjà là et qui est déjà disponible. Merci. Et qui est déjà en 4K. Et qui est déjà en 4K. Thierry, ton ou tes coups de cœur ce soir? Moi, c'est les petites choses de la vie quotidienne. D'abord, c'est le thermostat Netatmo qui a été revisité un petit peu sur son installation. Ouais. Donc, la promesse, elle est très simple, hein. Avec ce thermostat-là, vous faites à peu près 30% d'économie sur une consommation de gaz. J'ai testé ça depuis 2 ans, c'est super. Ils avaient juste un petit défaut, c'est que de temps en temps, entre la chaudière et la box, ça avait du mal à communiquer. Bah là, ils ont inversé, ils mettent d'abord le thermostat avant le relais. Bon, ça, c'est intéressant. Et puis, la deuxième chose, moi, qui me plaît beaucoup, c'est Nest. Alors, ils ont Quel aussi concurrent un capteur. de Netatmo. La solution thermostat Nest est assez compliquée à installer. Ouais. En revanche, ils ont sorti un détecteur de monoxyde de carbone et puis de fumée. C'est obligatoire, je le rappelle. J'ai essayé des trucs à 15 €, 20 €. C'est une catastrophe. On est réveillé en pleine nuit. Ça gueule. On ne sait pas pourquoi. C'est accroché au plafond. Il faut monter au plafond. Il faut demander à tes enfants d'arrêter de fumer en gâchette, Thierry. C'est peut-être ça. Non. Il y a Alors que là, ils appuient sur le bouton Nest. Ça doit être ça. Ils doivent fumer le chichon à 3 h du matin. Non, c'est des piles qui lâchent ou des choses comme ça. Et très honnêtement, la solution qui sort, c'est un truc. On peut utiliser un smartphone, on peut arrêter une alerte, et puis quand il y a une alerte qui est détectée, ça cause. Et ça ne fait pas un bruit énorme, strident. Donc c'est obligatoire, et là, ce n'est pas très cher, parce que c'est 119 €. Alors ça peut paraître un peu plus cher par rapport aux appareils qui existent, mais le confort que ça apporte, et je rappelle quand même que les problèmes de monoxyde de carbone, surtout en début d'hiver, il ne faut pas prendre ça à la légère. Ah oui, c'est mortel, on peut le dire. Merci Thierry. De ton côté, Paul, quel est ton coup de cœur ce soir? Comme j'ai raté l'émission sur oui, l'Apple Watch. tu n'étais pas là pour l'émission sur l'Apple Watch. Eh bah oui, et j'en ai quand même une et je l'aime beaucoup. Je vais pas étayer parce qu'on n'a pas le temps, mais voilà, un petit jeu qui s'appelle Runeblade, qui est un RPG pour l'Apple Watch. On peut vraiment jouer avec l'Apple Watch. Eh bah écoute, là, l'interface est très simple, tu vas voir, mais en gros, Là, sur le grand écran smart, il n'y a pas de problème, moi je peux jouer. On se balade tactile, on peut il y a y aller. même une complication pour le jeu, il suffit Vraiment bien d'appuyer la dessus. caméra, voilà, laisse le Ça ouvre le jeu. Non, on ne voit pas là. On le voit, mais je ne sais pas. Écoute, on n'a pas le retour. On voit là l'interface Voilà. de l'Apple Watch. En gros, on peut faire pas mal de choses. Ouais. C'est assez drôle. Vraiment, c'est pour jouer 2 minutes, mais voilà, on se bat contre des vilaines bébêtes, on ouvre des coffres au trésor, on gagne des sorts magiques. C'est vraiment le petit jeu parfait qui, pour moi, peut remplacer le Snake dans le métro. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Et c'est gratuit? Et c'est gratuit. Eh ben oui, donc on l'installe d'abord sur l'iPhone et après sur son Apple Watch. Mon côté, c'est un accessoire. Regardez, c'est le nouveau appareil photo de DxO, mais il est un peu particulier cet appareil photo. Je vais l'ouvrir devant vos yeux. S-Body, enfin du moins je vais essayer si j'y arrive. Voilà, c'est comme ça que ça s'ouvre. Je ne vais surtout pas essayer de les casser, c'est ma grande spécialité. Alors c'est très sympathique comme présentation, hein. C'est très premium. Voilà, regardez, c'est une caméra, mais elle est un peu particulière cette caméra, dans la mesure où regardez sur le côté, il y a un connecteur Lightning, et c'est en fait un appareil photo qui transforme votre iPhone en un réflexe numérique. Regardez, on peut le déplacer, il faut que je le passe à Rodrigo, il faut qu'il le teste, hein, je l'ai mis à l'envers en plus. Ah bah,
Je suis partant. Voilà. Je vais L'avantage. comparer avec mon iPhone 6S. Voilà. Et donc, vous avez un vrai capteur de 1 pouce, donc bien plus grand que celui de l'iPhone. Un capteur de 20 millions de pixels. Je vous rappelle que le 6S est à 12 et que les autres, ils sont à 8. Une ouverture d'un 8, des effets de profondeur de champ, enfin, sur l'iPhone. Bon, alors, il y a une focale qui est fixe, hein, donc on ne peut pas zoomer et jouer véritablement comme avec un vrai, comme sur un vrai téléobjectif. Mais les effets sont vraiment pas mal. Et puis surtout, pour les pros, on peut enregistrer en RAW sur une vraie carte qui est derrière une carte SD. Ça se transfère sur la mémoire de l'iPhone, mais on peut aussi l'exporter. Ça coûte un petit peu cher, ça vaut près de 600 €. Alors voilà, est-ce qu'il vaut mieux acheter un réflexe ou vaut mieux acheter un accessoire pour transformer son téléphone en appareil photo réflexe? C'est le choix DxO, hein, je ne l'ai pas dit, la boîte française spécialisée dans le logiciel de colorimétrie, traitement d'image, un grand spécialiste qui se lance dans cette belle aventure. On aura l'occasion de revenir sur ce produit, de vous dire ce qu'on en pense. Olivier, vraiment. question super pratique, ça a sa propre batterie ou c'est alimenté par l'iPhone? Ça a sa propre batterie, ça fonctionne de manière autonome. C'est cool. Aussi. Voilà. Par contre, l'enjeu, tu vois, avec un iPhone 6 Plus, c'est peut-être un peu trop gros. Par contre, j'ai un super viseur, il n'y a pas de problème. Hein, on a un viseur, Ah oui, là. ouais, et tu pilotes le tout via son propre logiciel, sa propre application qui s'installe automatiquement quand tu le branches via ce petit connecteur. Ça s'appelle le DxO One et ça vaut 600 €. Voilà. Paul me l'a pris, tu peux t'amuser avec, ça marche aussi sur le 5. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 203e numéro de On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouvez chaque semaine Paul dans cette émission, malgré ses absences à répétition. Non, c'était juste une fois en un an, donc ce n'est pas beaucoup. À la semaine prochaine, Paul, avec plaisir. À la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler de quoi, Paul ? Tu le sais déjà ? La semaine prochaine, on va parler de la Chine et d'un constructeur chinois, Xiaomi. Ah oui, c'est vrai. Xiaomi, on va essayer de vous parler un petit peu de ce phénomène en Chine assez étonnant. C'est l'Apple chinois. Soyez au rendez-vous. Contre les autres chroniqueurs dans On refait le Mac, à savoir Julien qui est à l'écran, vous le trouvez chaque semaine sur On refait le Mac, mais il y a également tous les jours sur Clubic. Quel est le sujet un petit peu vitrine cette semaine ou dans les prochains jours de Clubic ? Cette semaine, on a beaucoup parlé de Microsoft, je ne te cache pas, et je pense qu'on va encore en reparler avec cette vague d'annonces. Voilà. Bien, on va voir et puis surtout, vous aurez l'occasion de tester les produits, de dire tout le bien ou le mal que vous en pensez. Thierry, vous le retrouvez désormais régulièrement dans On fait le Mac, ça a été un plaisir de te recevoir. Tu reviens quand tu veux, Thierry. Merci beaucoup, absolument. Et voilà. Et Rodrigo, vous en avez l'habitude, vous le retrouvez chaque semaine sur On fait le Mac, sur son propre podcast, l'Emery Rodrigo Show, et également sur son Twitter. C'est bien ça, Rodrigo? Et oui, et on a sorti le nouvel épisode du Emery Rodrigo Show hier, en direct, en utilisant les nouvelles fonctionnalités live de Facebook. Bien, très bien. Mais écoute, la prochaine fois, j'essaierai de me connecter. Allez voir sur notre page Facebook, Emery et Rodrigo Show. Je vais regarder ça de suite. Merci, Rodrigo. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous. On va parler de l'Apple chinois, alias Xiaomi. À la semaine prochaine.